François Bon, 1925-2025, une année avec Howard Phillips Lovecraft. On a fait hier un petit retour sur présentation générale. Voici les petits agendas dont Lovecraft se dote chaque année au 31 décembre. Celui de 1925 est exceptionnel. Pourquoi? Lovecraft s'est marié avec Sonia en mai dernier, après des ennuis de santé. La boutique nouvellement créée sur la 5e avenue qui fait faillite. C'est pas très doux la vie dans le monde new-yorkais. Elle retrouve un travail dans une grande chaîne de magasins, toujours dans sa partie, mais à Cincinnati, dans l'Ohio. Il ne vient plus qu'épisodiquement, donc ils laissent l'appartement commun qu'ils occupaient près de Flatbush, donc Parkside Avenue, et Howard s'installe au 31 décembre dans un petit studio, une chambre tout simplement, avec 2 petites alcôves qu'on verra narrativement revenir plusieurs fois. Une avec une bassine pour se laver un peu la figure, et puis l'autre simplement pour tenir les habits. On ne fait pas de cuisine, bien entendu, mais c'est là où il a une installation très sommaire, mais où il a sa table de travail venue de Providence, où il a son fauteuil Morris à bascule qui lui sert pour la lecture, un petit guéridon rond avec dessus sa vieille Remington de 1906, mais il aime de moins en moins dactylographier. Et un canapé, bah ouais, c'est pas un lit, tu pourrais le déplier, ça ferait un lit, mais d'abord il n'y a même pas trop la place, et puis c'est pas la peine pour le peu qu'on dort. On s'installe là, sur le divan d'une place, et on vit comme ça. Les horaires, en ce moment, se sont déportés là, sur la nuit, oui, aujourd'hui. Donc, on est le 26, mais on est lundi, toujours un jour de décalage. Il se lève carrément à 16h30. Il n'a même pas honte, puisque la nuit dernière, vous voyez, on s'est séparé des copains à 3h30, mais que lui, son rituel dans ce cas-là, c'est une fois revenu dans sa chambre, de se mettre à écrire son courrier en retard et autre chose qu'on va suivre de plus précis possible. Alors, Kirk, l'ami George Kirk, qui lui, son boulot, c'est de constituer pour la librairie qu'il compte ouvrir un fonds de livres d'occasion qu'il entrepose dans sa propre chambre. Et Lovecraft va devenir, bien avant l'ouverture de la librairie, son premier client. Et avec lui, on s'en va downtown. Alors, est-ce qu'on prend le métro, la Elevated? Probablement. Sinon, en général, ils mentionnent, quand ils vont à pied, c'est pas si long, c'est une bonne heure. Ils l'ont fait des tas de fois, mais en général, ils mentionnent Brooklyn Bridge. On voit marqué BB. Et dans le Brooklyn Bridge, tel qu'on le connaît nous maintenant, il n'y a pas la circulation automobile, elle est encore beaucoup plus restreinte. Donc on est comme ces vieilles, comme sur la station 7, des tas d'escaliers métalliques qui descendent là, tout près du City Hall. Et là, il y a une cafétéria aussi, donc on boit un petit café au passage. Là, c'est pas mentionné. Ça veut dire qu'ils vont directement dans Manhattan, donc ils remontent probablement vers la Public Library. Et là, qui les rejoint? Samuel Loveman, c'est pas très... c'est souvent qu'on le voit, Loveman, il était là hier, il était là avant-hier, il sera là demain ou après-demain. Demain, on n'a que 2 petites lignes, ça va être le repos pour nous, vous croyez? On verra, pour l'instant, on ne se plaint pas, on a 6 lignes. Et avec Kirk, donc... ils vont chercher des livres, de Books and Knocker. J'ai pas compris, là aussi, appel à l'intelligence. Il y a l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, mais nous, c'est l'intelligence collective là, de notre team d'enquêteurs. Knocker, c'est des heurtoirs. Qu'est-ce que ça veut dire, là, Books and Knocker? Aucune idée. En tout cas, va commencer cette exploration systématique et régulière des boutiques d'occasion.
Il en manque un. On n'a pas parlé de Frank Beltaplong. Bah, ça tombe bien. Le voilà. Quel hasard bizarre. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Ben, on va se prendre un café. On passe chez l'ami Loveman. Donc on est de retour à Brooklyn. Et puis, dans sa chambre tout seul. Non, puisqu'il y a encore GK, il y a George Kirk, là, on discute tous les deux. Et enfin, retire. Et les majuscules, Road, Hey, He, P, G, c'est sa tante Annie Phillips Gamwell. Et donc, cette fois, ce ne sera pas une lettre à la tante Liliane, mais ouais, chouette pour nous, on va avoir une lettre récapitulative. Oh là là, nos mots de 5 syllabes, on perd l'habitude quand on est avec les Amerlocs, là. Eh bien, on va retrouver de quoi développer les petits hiéroglyphes. Ça se passe dans la lettre. Et puis, au tout milieu, il y a ce mot automate, dîner à l'automate, dîner à l'automate. Est-ce que ce ne serait pas assez aujourd'hui, puisque on va le revoir plein de fois. Dans mon petit PDF du jour, bien évidemment le petit fac-similé qu'on vient d'explorer. Est-ce que je me suis trompé là? Parce que, vous savez, hein, je finalise le PDF seulement une fois la vidéo enregistrée. La vidéo est vérifier si on est bien dans les bonnes pistes. Et j'ai trouvé cette belle photo. Et qu'est-ce qu'il y a au milieu sur la photo? Automate. Automate cafétéria. Et là, on est dans le centre de Manhattan. Et vous voyez ce magnifique auvent. Et évidemment, il y en a plein des automates. Au-dessus, il est écrit. Et c'est typo, c'est question les lettres, la typographie des enseignes, qu'est-ce que pour nous, ça nous... moi, c'est bon, c'est une petite fibre particulière aussi. Et vous voyez, là, ça s'écrit, hop, là, sur l'arrondi, là, ça s'écrit droit, et il y a juste un petit point automate, point cafétéria, et au-dessus, il est écrit Horn et Hardart. Alors, Horn et Hardart, bien justement, pour moi, j'ai fait un petit peu d'enquête. Joseph Horn et Frank Hardart qui ont lancé le premier automate, et c'est eux qui ont trouvé le nom automate. Ils ont lancé ça, le premier restaurateur new-yorkais s'équipait dès 1902 de la machine de Horn et Hardart. Ils ont d'abord inventé la machine, le premier donc à utiliser leur machine. Les premiers distributeurs à pièces pour chewing-gum remontent à 1880, donc c'est une extension. Si on prend le système des distributeurs de chewing-gum à pièces, et il y a l'autre part de l'invention, on va le réfrigérer. C'est une autre histoire technologique parallèle. Le réfrigérateur, on a vu des publicités là, dans le Times il y a une semaine à peu près. Et c'est ça, moi. La difficulté, c'est que tous les jours, on fait un tout petit timbre-poste. Et tous ces trucs-là vont tenir ensemble. Ils vont tenir ensemble au terme du voyage. Le réfrigérateur, il n'y a même pas le mot frigidaire encore. C'est pas encore venu. Mais ces machines-là sont réservées vraiment à la population la plus aisée. Alors, côté client, des compartiments vitrés avec des plats chauds en barquettes de carton et casiers réfrigérés pour les tartes et glaces du dessert. Voilà l'invention de M. Joseph Horn et Frank Hardart dans la ville de Philadelphie, que j'aime tellement. Les premiers distributeurs à pièces pour chewing-gum confiserie ont été inventés en 1880, mais à Londres. Et en 1902, donc Horn et Hardart proposent leur machine. Et c'est un restaurateur qui s'appelle James Harcombe qui en équipe tout un magasin. Et il y a un reportage dans le New York Times, celui qu'on suit au jour le jour. Et en même temps, la Scientific American qui dit on va donner ça à manger aux gens. Comparé à un café ordinaire, l'automate est illuminé d'une splendeur extravagante, mais semble bien lugubre, dit le Scientific American. Et par contre, Harcombe, lui,
euh, il va de ses publicités. Tiens, encore, allez, une petite note, là. Tu prends un post-it, là. Bon, bah, le post-it, moi, c'est pas compliqué. À chaque fois, tu te prends des trucs comme ça, mais est-ce que je me le marque sur des post-it? Non, je prends le post-it, tu te le mets sur la tronche. Tu sais que, ah tiens, la publicité de Harcombe, là, en 1902, ça doit bien se trouver, là. Non, bon, voilà, c'est comme ça qu'on procède, qu'on avance. Dans ces publicités, Harcombe, le self-service électrique exclusif venu d'Europe pour les lunchs ou les pauses boissons. Le premier appareil électrique européen où se servir soi-même en boissons et repas. Pas d'attente, pas de pourboire. Ouvert le soir jusqu'à minuit. Les prix, évidemment, tout écrasé. 5 cents, 25 cents. Mais pour 15 cents, tu as même une salade de homard. Ouais, mais vous savez, là-bas, les sandwichs au homard, il y a un nom spécial même, je sais plus pour ça. Dans tout le Maine, et même là, à New Bedford, les coins de Nouvelle-Angleterre, c'est traditionnel, ça pullule là-bas. Vous avez lu David Foster Wallace à propos du lobster. Justement, la salade de homard. Mais Harcombe ferme en 1907, et donc la marque maintenant, c'est directement Horn et Hardart. Vous connaissez aussi la toile de Edward Hopper. Hier, j'ai reproduit dans le petit PDF une toile de Alexander Calder sur l'observation de l'éclipse. J'ai encore l'émotion là. Je ne vais pas vous refaire le même coup pour Edward Hopper. Vous la voyez par cœur dans votre tête, là, la toile de Edward Hopper qui s'appelle Automate, avec cette femme seule là, près de la vitrine qui attend. Et elle date de quand? Elle date de 1927. C'est strictement contemporain. Et Hopper, comme Calder, eux, mourront là dans les années 70, comme Lovecraft, s'il n'y avait pas eu ce cancer là qu'il a embarqué en quelques mois, en 1937, 12 ans plus tard. Alors, là, je continue d'en parler sur une question qui me tarabuste quand même. On mange quoi dans les récits de Lovecraft? Prenez dans l'abîme du temps. Quand on vit dans ces espèces de civilisations si complexes, là, où tous les gens de toutes les époques se retrouvent là, dans cette espèce de bibliothèque, où ils écrivent leurs mémoires, leurs souvenirs qu'ils ont de futur, évidemment, qui n'ont rien à voir avec l'ancrage temporel de là où ils se retrouvent, eh ben, jamais ils mangent, ces gens-là. Alors, quelquefois, on mange chez Lovecraft. Vous avez, par exemple, toujours ce texte dont je parle souvent, Chuchotement dans la nuit, où il parle là, de cette grosse inondation là, à Boston qui avait charrié des corps d'animaux avec des coulées de boue, donc des événements parfaitement documentés. Justement, c'est ça aussi pour moi la démarche d'aller chercher là, des faits divers, des journaux. Eh bien, Lovecraft réinvente dans Chuchotement dans la nuit ces articles de journaux. Simplement, lui, il les installe dans sa fiction et c'est là commence le voyage dans le Vermont. Et à la fin, vous savez que le narrateur, eh bien, on va essayer de l'empoisonner. On lui sert un repas, mais le narrateur a conscience que probablement ça doit être bourré de somnifères, soit le café, soit les trucs. Et donc là, tout d'un coup, parce que c'est nécessaire au récit, on va manger. Mais c'est pas parce qu'on mange pas dans les récits que nous, on n'a pas cette espèce d'imaginaire anthropomorphe. C'est pas grave que dans Lovecraft, dans les récits, on ne s'intéresse pas dans les choses sur le seuil. Oui, vous buvez du whisky, des trucs comme ça, mais on mange pas. Mais si nous, on sait quel est ce contexte-là de l'alimentation. Et pour Lovecraft, c'est renforcé. Pourquoi? Parce que tu vis avec 50 centimes par jour. Tu vis avec 37 $ par mois. Il va recevoir le chèque là dans la semaine. Je suis impatient pour lui. Ça mange aussi, par exemple, dans Innsmouth. Mais le narrateur, c'est que quand il est dans cette auberge, il va prendre un bol de soupe. Bon, c'est de la soupe au poisson, hein, c'est nourrissant. Et puis, dans la chambre, il a des crackers, des petits trucs comme ça. Ça c'est de grignotis. Mais vous voyez comme ça peut compter aussi cette question. Et souvent, plus tard dans notre journal, il nous dira comme ça, parce que là, c'est
on a été à l'automate. C'est la première fois. Enfin, en tout cas, qu'il y va avec ses copains. Il nous précisera, par exemple, vendredi 31 juillet au soir, que ce soir-là, il prendra boulettes de viande avec pommes de terre et tarte aux pommes. Le 2 août, il prendra un beef pie et un crumble à la pêche. Le mardi 4, rôti braisé et glace à la vanille. Le vendredi 7, fromage, gâteau au chocolat, spaghetti, glace. Et c'est l'ordre dans lequel il dit fromage, gâteau au chocolat, spaghetti, glace. Bon, donc là, moi, j'ouvre aussi une piste, c'est-à-dire qu'on crée là une petite case, comme les cases des automates. Eh bien, nous, on a la case Lovecraft, il mange quoi? Ça y est, maintenant, on va pouvoir suivre. Alors, j'ai trouvé d'autres images. Je le mets rapidement. Donc, toujours ce Horn et Hard Art. Voilà l'intérieur d'une salle qui est très opérienne. Et puis, 2 photographies d'époque. Donc, là, on voit directement les petites cases avec les gâteaux, les sandwichs et les pies. Donc, c'est une sorte de pudding ou de tourte avec de la viande. Et là, une silhouette, ça pourrait être un pote à Lovecraft. Et là, vous voyez que c'est pas une population très miséreuse, là, mais il y a plusieurs automates. Mais bon, là, c'est visiblement des gens qui sont bien mieux habillés que les potes de Lovecraft. Alors, dans le New York Times, j'ai pris quelques publicités. Toujours une, elle est récurrente, c'est des soldes. L'Encyclopædia Britannica vend sa collection à moitié prix. On en profite, Lovecraft, il a déjà la sienne, et il y est immensément attaché parce que c'est l'Encyclopædia Britannica de son grand-père, et il l'a fait venir spécialement à Providence. Je ne sais pas si c'était déjà Parkside Avenue ou si ça va être maintenant la Clinton Street, mais non seulement pour lui, l'édition Cambridge de l'Encyclopædia Britannica, vous savez ce qu'en fait Borges avec cette fiction-là qui s'appelle Trône, Ugbar et puis je ne sais plus quoi. C'est-à-dire, il y a 2 volumes et puis là, entre les deux, selon les éditions, tu as un article entre Trône et Ugbar qui est dans certaines et qui n'est pas dans l'autre. Eh bien, on va aller l'explorer. Et qu'est-ce que c'est ça? Si on explore une réalité, donc quelque chose qui est digne de figurer dans l'encyclopédie, mais qui parfois n'y figure pas. Là, on sera chez Borges, mais repensez chez Lovecraft à The Nameless City, dans la ville sans nom. Et vous savez, on est dans les déserts, et le narrateur arrive, il a un chameau, il va attacher son chameau. Là. Puis il va trouver au rayon du soleil qu'il y a une espèce de fissure et on peut descendre sous la terre. Et là, il va retrouver des écritures. Mais c'est une nouvelle, évidemment, fantastique. Alors tout ça, c'est déjà sur mon site, mais c'est bien évident aussi. Là, maintenant, vous voyez, je suis équipé avec ce petit micro. Bon, c'est pareil, c'est 300 balles, hein, c'est un petit... Lewitt, mais je l'adore de plus en plus ce petit Lewitt, ce qu'on peut en faire. On met longtemps à se familiariser avec un micro. Et je vais les réenregistrer, toutes mes lectures Lovecraft. Et dans la ville sans nom, ce sera une des premières. C'est comme mes copains violoncellistes quand ils jouent du Bach, ou puis Farelli quand il joue aussi, lui, ses sonates de Bach qu'il connaît par cœur. Lire les fictions, mais en même temps, parce que là, ensemble, on s'immerge dans le contexte et le bonhomme. Et je suis sûr que ces nouvelles lectures elles vont être différentes. En l'honneur d'aujourd'hui et de la publicité pour l'Encyclopædia Britannica dans le New York Times, c'est un article de l'Encyclopædia Britannica, de l'édition du grand-père, dont Lovecraft se sert pour cette archéologie du désert et poser le contexte de cette ville sans nom. Alors que le narrateur, évidemment, qu'est-ce qu'il va trouver au fond de la terre? Il va trouver du Lovecraft pur jus. 2 publicités qui sont intéressantes parce qu'on voit, là c'est les stylos Parker, c'est le design de la plume, et là ceci avec son petit bout en caoutchouc souple. Alors Lovecraft évidemment sera fidèle au Waterman, mais ça n'empêche pas c'est tellement important
temps, l'écriture manuelle, le stylo plume, les bouteilles d'encre. Il y a un passage, pour moi, qui me tire les larmes aux yeux à chaque fois dans notre petit journal, mais bien plus tard, c'est quand il a tellement plus de sous qu'il est forcé de s'acheter, pour 5 cents, une bouteille d'encre, mais pas son encre de qualité, il n'ose pas. C'est ça qu'on va nous accompagner. Et puis une jolie illustration là, de compagnie d'assurance avec 2 voitures là, qui se sautent l'une par-dessus l'autre. Si on passe dans le journal du jour, alors après là, le lundi, c'est toujours beaucoup plus court, on n'a que 36 pages. On retrouve tout ce qu'on est habitué, Mussolini et donc tout ce sombre feuilleton qui fait tellement résonnant avec aujourd'hui sur cette montée du fascisme et alors que l'Amérique s'engage là dans la Grande Dépression, en quoi ces idées de pouvoir personnel, ce qu'incarne Mussolini, on n'a pas encore Hitler, bien entendu, mais cette idée, comme elle peut servir d'antidote là, à l'angoisse de la dépression qui monte, c'est pas des choses actuelles, ça. Et toujours mes petits articles là du bas de la page 1. Aujourd'hui, c'est celui-ci que je vous ai traduit. Alors avant-hier, je vous ai lu en détail la traduction de ce petit enfant trouvé dans la neige et qui pleurait comme un chat gelé. Eh bien là, pourquoi? Parce que vous savez, c'est traditionnel dans le film Le Pigeon, là, en Italie, mais il y a un film de Woody Allen aussi, où on fait une boutique de cookies là, qui sert d'alibi à ce qu'on fait dans la cave, puis qui va évidemment chez Woody Allen tourner au ridicule, mais là, c'est une bande de voleurs, safe, blowers, walking, des voleurs, comme il y a un Simenon qui s'appelle le voleur paresseux, Maigret et le voleur paresseux. Mais là, c'est des voleurs discrets, et il va leur arriver la même chose, c'est-à-dire qu'ils veulent aller voler, alors évidemment, un bijoutier qui s'appelle Falkenstein, il n'y a pas de hasard là-dedans, eh bien, leur tunnel, ils se trompent, ils arrivent dans la boutique d'à côté, peu importe, le mur de la cave, on tape à la perpendiculaire, et ils vont quand même parvenir dans la chambre forte de la bijouterie Falkenstein, et s'en aller tranquille après. Quelques minutes plus tard, une vigoureuse chasse aux voleurs commença. Mais si on écrit cette phrase-là, c'est qu'on ne les a pas retrouvés. Alors ça, je vous laisse le lire. 36 pages, on peut rapidement feuilleter. Wall Street qui peine à monter, on s'en fout. Ouais, mais on est lundi, donc c'est toujours beaucoup de finances. Des publicités pour les chemins de fer. Ce train, le Century, qui fait la ligne New York-Chicago, et le Century est beaucoup plus qu'un train, beaucoup plus qu'une chose d'acier, de vapeur et d'électricité, beaucoup plus qu'un achèvement du génie mécanique américain depuis 22 ans de service continu. La compagnie 20th Century Limited, la compagnie du XXe siècle, incarne l'esprit même de transport américain. La pub Encyclopædia Britannica dont on a parlé, Clicquot Club Pear Dry, une boisson au gingembre. Lovecraft aime énormément la limonade au gingembre. On dit ça comme ça, mais comme il ne boit pas d'alcool, alors il ne dira pas Clicquot Club et tout ça, mais la seule boisson qu'il consomme en société avec les boys, là cette année c'est du café. De toute façon c'est le moins cher, mais de temps en temps, plus tard, ce sera une limonade au gingembre. Voilà pour aujourd'hui, à demain. Demain, on n'a que 2 lignes et demie, mais il y aura des petits chats. Ouais, qu'on peut faire une vidéo avec des petits chats. On verra ce qui viendra. Moi, je découvre au fur et à mesure, comme vous.